dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans Journal Sujo Pulse Télévision. Voici le titre de l'actualité de ce vendredi. L'ONATRA vient d'acquérir une nouvelle locomotive plutôt. La locomotive vient relancer le trafic ferroviaire sur l'axe Kinshasa-Matadi. Les détails dans cette édition du journal. Au sommaire également, 15 morts dont certains parmi le personnel soignant Ebola de retour en République démocratique du Congo. C'est la province du Kasaï qui en fait l'épicentre justement de la maladie. Le ministre de la Santé publique a fait les détails dans cette édition du journal. À la une également, au Nigeria, la raffinerie Dangote à l'arrêt depuis 29 août dernier. Le mastodon a connu une avarie technique. Comme vous le savez, les premiers producteurs du pétrole d'Afrique noire, le Nigeria, comptent sur son entreprise. Vous le verrez dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes des millions à nous suivre à travers la ville de Kinshasa et à travers le monde, à travers nos différents réseaux sociaux. On commence cette édition en lançant un peu plus sur la nouvelle épidémie d'Ebola qui a éclaté dans la province du Kasaï. Nous sommes au centre du pays. La souche Zaïre, dont la première contamination est faite entre un animal et un humain. Le ministre de la Santé publique affirme que cette maladie a déjà emporté 15 personnes, dont le personnel soignant. Samuel Roger Kamba a recommandé des gestes de sécurité pour couper la chaîne de contamination. Suivez. Alors je voudrais d'abord dire une chose, c'est que ce virus est déjà apparu dans cette partie de la République en 2007 et 2008. Mais quand nous avons fait le séquençage ce matin, nous sommes rendus compte que ce n'est pas un virus qui vient c'est pas le même virus de 2007-2008. Donc nous sommes sûrs que ce n'est pas une contamination d'un homme à un homme, enfin entre interhumains, mais c'est une contamination entre un animal et l'humain. Donc c'est une contamination, comme nous on dit, interespèce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le moyen de contamination de ce virus, c'est le contact. Je vous ai déjà dit ici que les maladies infectieuses se contaminent de trois manières. La première manière, c'est la manière respiratoire. Il y a des virus, quand vous toussez, quand vous respirez, le virus, vous pouvez l'attraper. Ça, c'est la respiration. La deuxième manière, c'est le contact. Vous touchez un produit contaminé, vous pouvez vous contaminer. Et la troisième manière de se contaminer, c'est en avalant un produit, un liquide, par exemple pour le choléra, c'est en consommant des aliments qui sont souillés ou de l'eau qui est contaminée. Pour Ebola, donc, c'est par contact. Cela veut dire que tous les liquides qui sortent d'une personne contaminée contiennent le virus, que ce soit les liquides de vomissement, que ce soit les liquides de transpiration même, que ce soit les sels, tous ces liquides-là peuvent contenir du virus. Donc, les moyens d'éviter, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade. Ça, c'est vraiment le standard que tout le monde doit comprendre, c'est que quelqu'un qui présente la fièvre, la diarrhée avec du sang, qui vomit du sang, ne le touchez pas. Appelez-nous, appelez nos équipes, parce que nos équipes vont arriver et vont s'habiller de manière à ce qu'ils soient contaminés. Donc la première chose, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade, qui présente des symptômes.
La deuxième chose, c'est que cette personne peut avoir touché un élément, peut avoir touché quelque chose, et donc en ce moment-là, vous risquez de rencontrer le virus dans son entourage en touchant les éléments qui sont autour. Donc, se laver les mains régulièrement. Bien entendu, il faut signaler tout de suite ces symptômes-là parce que malheureusement, c'est un virus qui se contamine très rapidement lors qu'il y a des symptômes. Donc, mesures d'hygiène, mesures d'hygiène, mesures d'hygiène. Et puis la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo qui reste au cœur de priorité du gouvernement. Ce 4 septembre 2025, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu à Kinshasa une délégation des Nations Unies par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix, JGND, pour le détail. Autour de la table, plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de l'Intérieur, de la Défense, du Plan, des Affaires étrangères, des Droits humains et de la communication. À l'ordre du jour, l'évaluation des efforts internationaux pour restaurer la paix dans l'Est du pays, en particulier la mise en œuvre de la résolution 2073 du Conseil de sécurité. La résolution 2773 a tous les bons messages et elle doit maintenant être mise en œuvre. De même, les déclarations qui ont émané des processus de Washington et de Doha contiennent également des principes qui sont essentiels pour faire avancer la paix. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que sur le terrain, la violence ne diminue pas, elle a tendance à s'intensifier. Ça veut dire que nous devons tous ensemble redoubler nos efforts pour faire en sorte que des progrès concrets, réels, amenant la fin de la violence, un cessez-le-feu et la mise en œuvre de tous les engagements pris, la mise en œuvre de la résolution 2773. Au cœur des discussions, les processus de paix de Washington et de Doha, ainsi que le rôle de la MONUSCO. Pour l'ONU, l'heure est à la mobilisation générale, alors que les financements diminuent et que les besoins humanitaires explosent. Il y a des centaines de milliers de civils congolais qui sont protégés tous les jours en coopération avec nos collègues humanitaires, qui ont vu malheureusement leurs ressources diminuer, mais il faut que nous soyons en mesure de faire davantage. Donc je crois que le moment est venu pour une mobilisation de tous les acteurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes convenus de renforcer notre coopération avec les autorités congolaises, avec le gouvernement congolais, pour pousser à une application réelle sur le terrain. Dans les zones les plus touchées, la situation humanitaire reste préoccupante. L'accès aux populations en détresse est souvent restreint. Jean-Pierre Lacroix appelle à lever les obstacles logistiques et à garantir la liberté de mouvement pour les acteurs humanitaires. Nous avons des restrictions, nos collègues humanitaires et la MONUSCO ont des restrictions de liberté de mouvement, d'accès aux populations en besoin. Tout doit être fait, tous les acteurs, le Conseil de sécurité doivent se mobiliser pour que nous puissions avoir cette liberté de mouvement et ces ressources nécessaires pour porter assistance à ces milliers de déplacés parce que c'est une situation intolérable. Jean-Pierre Lacroix a quitté Kinshasa en saluant la coopération renforcée entre l'ONU et le gouvernement congolais. De son côté, l'exécutif réaffirme son engagement à défendre l'intégrité du territoire et à mettre fin aux violences imposées par les rebelles du M23, AFC et leurs alliés. Restons à Kinshasa pour vous dire que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner a connu deux rencontres diplomatiques majeures. D'abord avec la directrice pays ad intérim du programme alimentaire mondial, Cynthia Jolens, autour de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, de défis d'acheminement de l'aide humanitaire. Ensuite, avec le représentant de l'UNICEF, John Gabron, à Grob, pour consolider la coopération en faveur des enfants, notamment dans les zones de conflit. Patience Lekeke nous rapporte. Kwamba multiplie les initiatives diplomatiques pour renforcer la réponse humanitaire et sociale en RDC. Elle a reçu tour à tour ce vendredi Cynthia Jolens, directrice pays AD intérim du programme alimentaire mondial, et John Agbor,
autant de l'UNICEF. Avec le PAM, les discussions ont porté sur la situation préoccupante dans l'est du pays où les conflits compliquent l'acheminement de l'aide. Les opérations à l'est, dans les zones de conflit, ça c'est Aturi, le Grand Nord, le Petit Nord, le Sud Kivu, et aussi nous sommes également à Tanganyika. Nous avons parlé de la situation d'insécurité alimentaire qui en ce moment est en train d'augmenter et au moment quand les ressources disponibles sont en train de diminuer. La ministre a salué l'engagement du programme et assuré le soutien du gouvernement pour faciliter les opérations humanitaires sur le terrain. Dans la même dynamique, la rencontre avec l'UNICEF a permis de consolider les priorités communes autour de la protection de l'enfant, la promotion de la jeune fille et l'accès aux services de base, en particulier dans les zones en crise. On est aussi revenu sur les aspects de discussion sur la paix qui se passe aujourd'hui et l'importance de mettre l'enfant au centre de toutes ces discussions. Parce que la RDC aujourd'hui, on le sait, une personne sur deux en RDC est un enfant et il faut que dans toutes ces discussions de paix qui se passent, que l'enfant soit mis au centre de ces échanges-là. Enfin, on est revenu sur la place de la jeune fille congolaise qui aujourd'hui peuvent être améliorées. Et donc, on a parlé d'un sommet de jeunes filles qui vont s'organiser à Dakar. Deux dialogues stratégiques qui illustrent la volonté des autorités de placer l'humain au cœur de politiques publiques. Il s'agissait plutôt de John Agbor. On venait de me corriger. Justement, on passe à autre chose. Interrompu depuis février 2020, le trafic ferroviaire sur l'axe Kinshasa-Matadi va bientôt reprendre. Le nouveau train de l'Office national de transport est arrivé ce vendredi dans la capitale. Une acquisition qui a été rendue possible grâce à la redevance logistique terrestre. Toutefois, en raison de l'état vétuste de la voie ferrée, la vitesse de train a été limitée, portant la durée du trajet à environ 8 heures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détails. On va à Lubumbashi cette fois-ci, dans les Hauts-Katanga plutôt, dans la ville de Kolwezi, où le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, Fabien Moutombe, a effectué le 2 septembre dernier un aller-retour par avion de Lubumbashi à Kolwezi pour participer à une importante réunion avec une délégation de la Banque mondiale venue de Kinshasa. Objectif pour visiter le projet financé par cette institution de Bretton Woods dans le Copperbelt Katangais. Détails supplémentaires avec Dieudonné Boanali. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Fabien Moutombe Kankato, a effectué le 2 septembre dernier un aller-retour par avion de Lubumbashi à Kolwezi pour participer à une importante réunion avec une délégation de la Banque mondiale venue de Kinshasa. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, pour Lualaba, la SNCC est au centre de l'actualité. Elle est au centre puisque elle reçoit un haut représentant de la présidence de la République, M. Martin Kabouya. C'est lui qui accompagne la délégation, mais il accompagne la Banque mondiale. La Banque mondiale aura des contacts et échanges avec la SNCC. Nous allons rapidement diagnostiquer ensemble et on va essayer de donner des pistes de solutions. Bien entendu, en se disant que l'approche au niveau de la Banque mondiale, elle a évolué. Ce n'est plus l'approche que nous avons connue dans le temps, mais maintenant il y a la touche de l'actuel président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Vous avez vu, il a dépêché l'un de ses conseillers. C'est pour dire qu'il est en train de suivre de plus près tout ce que nous sommes en train de nous. Infrastructure et économie riment ensemble, n'est-ce pas?
C'est pour dire que c'est sur le chemin de fer, et le chemin de fer aura bien entendu un impact sur l'économie, sur le social, sur autant de secteurs. Une visite de terrain sur les tronçons de la voie ferrée entre Kolwezi et Manika a été organisée par Tracteur à l'intention des experts de la Banque mondiale, conduits par les directeurs Afrique Région, Est-Centre et autres convives. Dieudonné Boinali, vous êtes l'auteur de ce reportage, on vient de le suivre avec vous. Effectivement, qu'est-ce qu'on retient? Quelles sont les conséquences économiques finalement après tous ces projets de relance de chemin de fer? On l'a vu précédemment avec l'ONATRA. Qu'est-ce qu'on retient? En quoi est-ce que c'est important? Bon, le navigateur Henri Morton-Stanley disait, sans les chemins de fer, les Congo, l'actualité ne vaut pas un penny. Là, nous entendons la pièce des monnaies. C'est pour vous dire que le gouvernement de la République est tenté de fournir beaucoup d'efforts pour les relances du transport ferroviaire dans un vaste programme de réhabilitation et de modernisation du système de transport multimodal qui allie la voie lacustre, la voie fluviale, la voie terrestre et la voie ferrée. Et nous en sommes après la relance du projet de réhabilitation du chemin de fer à Keti-Mumbere-Bumba, qui est le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Comme vous avez suivi aussi dans un élément qui a été diffusé, la Banque mondiale s'intéresse de plus en plus au méga projet de relance de la Société nationale des chemins de fer du Congo, considéré comme l'épine dorsale de l'économie congolaise. Les avantages à en tirer, ils sont nombreux. Vous savez que notre pays, c'est un des grands producteurs mondiaux des matières premières. En ce qui concerne le cobalt, nous en sommes les premiers producteurs mondiaux. On ne refait pas l'histoire. On ne refait pas l'histoire. Nous avons besoin des chemins de fer, non seulement pour nous approvisionner, importer les biens et services, les matériels dont nous avons besoin pour la reconstruction du pays, mais aussi, comme nous produisons ce que nous ne consommons pas, il s'agit des mines, des minéraux. Voilà, les minéraux, on ne les transporte pas par avion. On va y revenir c'est par route ou soit par la voie ferrée. Deux émissions spécialisées. Je suis obligé de vous arrêter pour la première question. La deuxième, je veux savoir tout simplement, et particulièrement ce qui concerne les corridors Kinshasa-Matadi, donc corridor ouest, comme on l'appelle souvent. Et quels sont les résultats attendus finalement? Parce qu'on sait que ça pose problème. Parce que Kinshasa-Matadi fait partie du corridor ouest de la République démocratique du Congo. C'est l'un des corridors les plus importants. Vous savez qu'au Congo central, il y a un grand projet d'exploitation du manganèse qui intéresse les Japonais. Il y a le port en eau profonde des bananes qui est en construction. Mais malheureusement, des bananes jusqu'à Matadi, il n'y a pas des lignes de chemin de fer. Et aussi, quand nous allons commencer à importer des marchandises ou soit à exporter ce que nous produisons en République démocratique du Congo, nous aurons besoin de ces corridors, c'est-à-dire de la voie ferrée Kinshasa-Matadi. Au jour d'aujourd'hui, la nationale numéro 1, dans son tronçon compris entre Kinshasa et Matadi, elle est devenue étouffante avec le lot des embouteillages qui s'en suivent. Les opérateurs économiques peinent à la fois d'importer les marchandises et quand ils sont en rupture de stock et parfois acheminer aussi leur production à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Relancer les trains Kinshasa-Matadi, c'est une bonne chose. Ça va un peu fluidifier la circulation et la mobilité, non seulement à Kinshasa, mais le long des grandes villes où passe la route nationale numéro 1. Beaucoup. Je vois Kasangulu, Mbanzangungu,
et qui s'entourent Matadi aussi. Merci beaucoup Dieudonné Boinali. Je rappelle Dieudonné Boinali qui est le directeur du magazine Géopolis Magazine, notre revue des activités extractives. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux entretiens sur Géopolis Télévision. On poursuit ce journal avec la commission des prix unitaires des infrastructures et travaux publics qui a procédé ce vendredi à la préparation de l'atelier résidentiel de consolidation et de validation technique de Mercurial de prix unitaire de travaux de génie civil. Ces assises se sont déroulées à la direction générale du Fonds national d'entretien routier, ce qu'ils nous disent Blessed Kuzola et Giscard Tamba dans ce reportage. La salle de réunion du Fonds national d'entretien routier a servi des cadres d'une réunion de la commission de prix unitaire du ministère des Infrastructures et Travaux publics afin de faire le point sur la validation technique de Mercurial de prix unitaire de travaux de génie civil dans sa phase 1, le travaux routier. Nous sommes en train de travailler dans la commission des prix unitaires des travaux publics dans sa phase 1 qui concerne particulièrement les travaux routiers. Le ministre avait demandé que nous puissions continuer avec les activités qui avaient commencé depuis 2021-2022, qui consistent à élaborer une mercuriale de prix unitaire pour les travaux routiers dans notre pays. L'activité est pilotée par le Fonds national d'entretien routier et présidée par les cabinets du ministre. Nous avons commencé les activités depuis le mois de mai 2025. En élaborant une nouvelle feuille de route avec les échéances et les activités que nous devons réaliser avant la fin de cette année. C'est donc une séance de travail qui regroupe les différentes structures du ministère des Infrastructures et Travaux publics, avec aussi l'Office des voies de desserte agricole, parce qu'eux aussi interviennent dans le secteur routier. Et ensemble, nous sommes en train de travailler, comme on l'a dit, pour définir complètement la nomenclature des différents postes des travaux et évaluer ce que doit être le coût unitaire. La CPI attend matérialiser la validation de Mercurial qui entre dans le cadre de projets à réaliser des 100 premiers jours du ministre des Infrastructures John Banza. Nous devons noter que toutes les commissions ont eu à présenter leurs rapports et ils sont suffisamment avancés. Mais pendant la séance de travail, on a formulé quand même quelques recommandations pour que le travail soit amélioré. Mais je dois souligner ici que son Excellence, Monsieur le ministre John Banza, a placé les travaux de la commission dans ces 100 jours. Nous devons aboutir à mettre sur pied une mercuriale de prix adoptable, plutôt applicable, n'est-ce pas, à tous les usagers du secteur. Ces assises ont également connu le bref passage du directeur général du FONER, Pierre Bundoki, qui a encouragé la CPU à pouvoir matérialiser cette validation de Mercurial le plus rapidement possible. On prépare à cette réunion le cabinet du ministère des ITP, le secrétariat général aux infrastructures, l'OVD, l'OVDA, ainsi que le FONER notamment, hôte de l'événement. Et près de 2 milliards de francs congolais qui sont mobilisés pour le seul mois d'août 2025 par le régime financier de la République démocratique du Congo. Une performance historique saluée par le gouvernement via le ministère de Finances. Le ministre de Finances, Doudou Famba, qui lors de la séance d'évaluation des assises tenue à Kinshasa a salué cette performance. Daniela Kalela et Gigi Nende pour le commentaire. En août 2025, la RDC a dépassé ses prévisions mensuelles de recettes. 1955 milliards de francs congolais, soit 103% de réalisation. Et cette performance interroge, le nombre de contribuables reste très limité dans un pays où l'économie informelle domine largement. Comment l'État parvient-il à atteindre de tels montants malgré une base fiscale aussi étroite ? Au micro de Géopolis Télévision, Henri Mutombo, chercheur en fiscalité, apporte son éclairage. Notre système fiscal est déclaratif. Et donc, il y en a parfois, par la mauvaise foi ou par l'esprit de contrebande, ne déclarent pas convenablement les impôts
et taxes qu'ils doivent à l'État congolais. Et donc, parfois, c'est ce que vous constatez, la baisse même dans la mobilisation de recettes. Mais quand l'institution fiscale met des mesures coercitives qui puissent permettre évidemment à l'État de mobiliser plus de recettes, c'est ce que vous voyez quand on met par exemple que les factures par exemple soient digitalisées et aussi ceux qui se cachent, qui ne font pas les déclarations comme il se doit. Donc c'est ce qui permet évidemment que quand toutes ces mesures de contrôle sont mises en place, c'est ce qui permet qu'il y ait une augmentation évidemment de recettes de l'État. Le défi est loin d'être relevé. Plus de 10 239 milliards de francs doivent encore être mobilisés d'ici décembre. Que doit faire l'État pour y parvenir sans aggraver la pression fiscale? Déjà, l'année en cours, les lois fiscales, on ne les change pas comme ça à souhait. Donc il faut évidemment que l'année termine et qu'il y ait des réformes qui soient acceptées au niveau des régies financières et que cela aille à l'Assemblée nationale pour la légifération. Mais il va falloir également permettre que l'on puisse s'intéresser au système informel. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, le système informel est très répandu pour que l'assiette fiscale soit véritablement élargie. Il faut que l'État prenne conscience qu'on peut faire les réformes, on peut vouloir augmenter les recettes de l'État au travers de la fiscalité, mais il faut qu'il y ait des stratégies qui permettent évidemment qu'il n'y ait pas asphyxie de la part des contribuables congolais. Entre objectifs chiffrés et limites structurelles, la mobilisation record du mois d'août ne garantit pas la réussite budgétaire de fin d'année. Et dans les secteurs de l'éducation, cette fois-ci, vous savez, les filles enceintes sont autorisées à poursuivre le cursus scolaire. On en parle dans cette édition. La mesure prise par le ministère de l'Éducation il y a quelques semaines avait fait grand bruit dans l'opinion publique à la faveur de la rentrée de classe. La question refait surface. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Maloudinanga, a eu l'occasion d'expliquer cette mesure avec des chiffres à l'appui. Je vous propose de la suivre. Permettez-moi de rappeler quelques statistiques. Concernant les grossesses précoces, il faut savoir en fait que c'est l'une des causes majeures d'abandon scolaire. Déjà. Donc, on sait que 30 à 40% des filles abandonnent l'école après le primaire et la grossesse est justement citée comme étant l'une des causes principales. 30 à 40% des filles aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un phénomène qui est par hasard, okay, qui serait que récent. 30 à 40% des filles. Alors, l'enquête démographique de santé 2023-2024 nous dit que une femme de 15, donc les femmes de 15 à 19 ans, une femme de 15 à 19 ans sur 5, c'est-à-dire 20% des femmes qui ont entre 15 et 19 ans ont déjà été enceintes. 20% des femmes en RDC ont déjà été enceintes à cet âge-là. Alors évidemment, c'est 15%, c'est 25% en milieu rural, et 13% en milieu urbain. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est au niveau du risque vital. Sur l'ensemble des décès maternels enregistrés, 29% concernent les adolescentes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les adolescents, donc sur l'ensemble des femmes qui décèdent parce qu'elles sont enceintes, on a 29% qui sont des adolescentes. Si je vous partage ces statistiques, c'est justement pour vous dire, nous ne voulons précisément pas que nos adolescentes tombent enceintes. Et alors maintenant, il faut aussi se poser la question, mais pourquoi elles le font? Il ne faut pas croire qu'elles sont juste frivoles, c'est parce qu'elles traînent avec les garçons. La majorité de ces cas, ce sont des viols. La majorité de ces cas, ce sont des violences basées sur le genre. Ce n'est pas juste des filles qui ont les têtes en l'air. Donc on est là face à une situation absolument dramatique en termes de société et en termes de santé. Donc nous devons tous faire en sorte que justement que les filles, les adolescentes, ne tombent précisément pas enceintes. Et lorsqu'elles le sont, mais c'est une double peine de leur dire, eh ben, tu sais quoi, tu vas arrêter tes études parce que tu es tombée enceinte. C'est une double peine.
Et en sport, cette fois-ci, le Léopard de la République démocratique du Congo qui ont laminé largement le Black Star du Soudan du Sud sur la marque de 4 buts à 1 à Djouba ce vendredi 5 septembre 2025. Cédric Bakambu à 2 reprises. Nathael Mboukou et Yohan Wissa ont été les buteurs pour la République démocratique du Congo dans cette 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est ce que nous dit Blessed dans ce commentaire. Il fallait battre le Sud-Soudan ce vendredi à Djouba pour continuer à rêver et les Léopards l'ont parfaitement bien fait. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée du début à la fin, les hommes de Sébastien Desabre ont concrétisé leur bon début de rencontre par l'ouverture du score de Cédric Bakambu à la 13e minute sur un service parfait de Joris Kayembe alors que Bakambu n'avait plus marqué depuis presque 2 ans à sélection. Bakagol, très en jambes, permet à la RDC d'inscrire le second but de Léopard sur une belle passe en profondeur de Dokayembe. Le Congolais, maître de leur destin, ne se sont pas arrêtés là. Avant d'aller au citron, et Dokayembe sert parfaitement Nathael Mboukou sur un corner joué à la Rimoise. Le nouveau transfuge de Montpellier ne s'est pas prié de l'envoyer dans la lucarne opposée d'une frappe bien enroulée du pied gauche. Au retour des vestiaires, la domination des Léopards va se poursuivre. À la 57e minute, Yohan Wissa, joueur de Newcastle, va se joindre à la fête en marquant le 4e but des Léopards. Malgré la réduction du score de Sud-Soudanais, les Congolais ont bien maîtrisé la partie de bout en bout et ont fait le job. Le prochain rendez-vous est fixé pour le mardi 9 septembre prochain à 17h à Kinshasa pour le gros choc du groupe B où la RDC jouera les Sénégal pour la 8e journée de ses éliminatoires. Tout de suite, la page internationale. À l'international, justement, je disais au sommaire, un coup dur pour la raffinerie Dangote. Là, nous sommes au Nigeria, où à peine entrée dans une phase stratégique d'exportation, l'usine a dû suspendre temporairement sa production, en tout cas sa production d'essence, suite à une panne technique survenue le 29 août dernier. Une série de réparations et de remplacements d'équipements est en cours, dit la société. Cette interruption survient alors que 2 cargaisons étaient déjà en route pour les États-Unis, marquant un tournant commercial important pour le géant pétrolier africain. Patience Lekeke pour les commentaires. Au Nigeria, la raffinerie Dangote contraint de suspendre momentanément sa production d'essence. En cause, une panne technique survenue le 29 août dernier. Plusieurs travaux doivent être faits à présent, réparation et remplacement d'équipements, entre autres. Cette défaillance intervient alors que la raffinerie nigériane entamait une phase stratégique cruciale pour son avenir. 2 cargaisons d'essence avaient récemment été expédiées vers la côte est des États-Unis avec une arrivée prévue à New York d'ici la fin du mois. L'entreprise ambitionnait de renforcer sa présence sur le marché américain. La suspension prolongée de l'unité d'essence qui devrait durer entre 2 ou 3 mois pourrait ralentir ses ambitions. La raffinerie Dangote, qui a commencé à traiter du brut en janvier 2024, a une capacité de 650 000 barils par jour, dont 204 000 pour l'unité de craquage catalytique fluidisé des résidus concernés par la panne. Ces projets présenté comme le plus vaste et complexe des raffinages d'Afrique a été construit dans la zone industrielle de Lekki, près de Lagos. Restons en Afrique de l'Ouest où une unité illégale de production de jus a été fermée plutôt à Bamako. Vous savez, nous sommes au Mali, sur la rive droite de la capitale, opérant sans autorisation et en dehors de toute norme sanitaire. À l'usine exposée, les consommateurs à des sérieux dangers, ce que disent les autorités. Cette opération s'inscrit dans une vaste campagne de contrôle lancée à l'échelle nationale. Patience Lekeke pour le commentaire. Bamako, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a procédé à la fermeture d'une unité clandestine de production de jus sur la rive droite de la ville.
Cette usine produisait et commercialisait ces boissons sans respecter les normes sanitaires ni payer les taxes, exposant les consommateurs à des risques sanitaires et générant un manque à gagner pour l'État. Cette action s'inscrit dans le cadre du Programme national de contrôle et de régulation des industries alimentaires piloté par le ministère du Commerce visant à sécuriser le marché et à protéger les consommateurs. Face à cette situation, les autorités s'engagent à retirer du marché toutes les boissons déjà écoulées. De mesures immédiates de destruction ou de retrait sont prévues. Selon les autorités, cette fermeture marque le début d'une campagne de sensibilisation pour les inciter à se mettre en conformité. La DRCC prévoit d'intensifier les inspections dans tous les districts de Bamako afin d'empêcher toute nouvelle installation clandestine. Et on termine ce journal par la revue de presse des Patience Lokeke. Ce journal vous a été présenté par Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. À Kinshasa, la lutte contre la criminalité urbaine connaît une nouvelle phase. L'agence congolaise de presse ACP rapporte que 37 présumés criminels armés ont été arrêtés lors de cette opération de bouclage et présentée jeudi au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Selon le communiqué relayé par le service des communications du ministère de l'Intérieur, ces individus sont classés en 3 catégories: de braqueurs de véhicules, de voleurs opérant au grand marché et des kidnappeurs similés. Pendant ces temps, Africa News donne une toute autre tonalité à l'actualité du secteur sécuritaire en s'intéressant à l'affaire des suspicions qui entourent Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga. Le média évoque des affaires de trahison et de duplicité qui auraient été évoquées lors de son interrogatoire par la communauté des renseignements. Un membre de la société civile va jusqu'à affirmer que Kiaboula se trouve actuellement dans une prison à ciel ouvert, à l'image de l'ex-gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej. L'isolement politique du gouverneur serait accentué par son absence aux récentes activités de l'Union sacrée et même au mariage de la fille du président Tshisekedi, événement auquel plusieurs gouverneurs étaient conviés. Sur un autre front, c'est l'alerte sanitaire qui domine. Info 27 annonce la résurgence du virus Ebola, confirmée le 3 septembre dans la zone de santé de Boulapé au Kasaï. Lors d'un briefing spécial diffusé sur la télévision nationale, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a exposé le plan de riposte du gouvernement, activation du centre des opérations d'urgence, déploiement d'équipes d'intervention rapide, structures d'isolement et un programme de communication communautaire impliquant radio locale, leaders religieux et associations de femmes. Un rappel historique est apporté par les phares qui soulignent que les territoires de Moueka avaient déjà été frappés par le virus en 2007, 2008 et 2011. L'épidémie la plus meurtrière reste celle de 2007 avec plus de 260 cas et 187 décès selon les autorités sanitaires. Sur le plan économique, Géo Hebdo revient sur un autre chantier du gouvernement souminois, la réforme de la parafiscalité. C'est jeudi 4 septembre, au centre financier de Kinshasa, la première ministre Judith Souminois a lancé les activités de la COPIRAP, la commission permanente chargée de la rationalisation de la parafiscalité. Cette initiative vise à simplifier un système fiscal devenu trop lourd en pleine période de tensions économiques liées à l'agression rwandaise et à la multiplication de taxes non fiscales. Le chantier est confié au vice-premier ministre au budget Adolphe Muzito, appuyé par le ministre de Finances Doudou Fwamba, sous la supervision directe du chef de l'État. Fin de cette revue de presse, au revoir. Voilà qui met un terme à ce journal dont je vous rappelle le principal, les articulations. L'ONATRA qui vient d'acquérir un nouveau train urbain, un train qui va faire la liaison entre Kinshasa et Matadi. La locomotive vise à relancer le trafic ferroviaire suspendu depuis 2020. Vous avez suivi dans ce journal. Dans le secteur de la santé, 15 morts, dont certains parmi le personnel soignant. Ebola de retour en
République démocratique du Congo, la seule province du Kasaï qui en devient l'épicentre. Le ministre de la Santé, vous l'avez suivi dans cette édition d'information. Et au Nigeria, la raffinerie Dangote qui est à l'arrêt depuis le 29 août 2025. Le mastodonte a connu une avarie technique, comme vous le savez, vous avez suivi dans cette édition d'information. La grande raffinerie ne fonctionne plus depuis quelques temps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.